et bienvenue à cette première émission de La Terre à la table. Cette série d'émissions aura pour objectif de vous présenter l'industrie agroalimentaire québécoise. Depuis plusieurs années, nous entendons parler des avantages d'acheter localement. On nous dit que d'acheter localement est meilleur pour l'économie locale, pour la qualité de l'aliment et aussi pour l'environnement. Mais on nous présente très rarement la réalité qui se cache derrière cette production, c'est-à-dire le producteur. La plupart d'entre nous connaissent très mal les réalités auxquelles sont confrontés chaque jour nos producteurs pour être compétitifs dans le marché. Souvent, les gens ont tendance à croire qu'en se rendant directement dans un marché public ou chez le producteur, ils pourront avoir accès à leurs produits à faible coût. Par contre, ces produits ont une réalité de production derrière qui fait en sorte que le prix sera toujours semblable à celui payé en épicerie. Souvent, les épiciers vont faire appel à des produits importés qui, pour la plupart, seront produits à petit prix, mais qui auront à franchir plusieurs intermédiaires avant d'arriver sur nos tablettes. La réalité, par contre, du produit québécois, c'est qu'il y aura énormément de travail et de frais et aussi de normes encadrant le produit qui feront en sorte que le producteur ne pourra pas concurrencer avec ses prix. L'objectif principal de l'émission est donc de vous faire visiter ces productions, de vous présenter les producteurs et de vous aider à mieux comprendre la réalité agricole au Québec. Nous vous présenterons chaque semaine un produit différent, c'est-à-dire une semaine nous pourrons parler du vin, de l'agriculture maraîchère ou encore du miel. Nous présenterons ce produit dans le contexte local versus le contexte mondial. Par la suite, nous nous rendrons chez un des producteurs du Québec pour voir avec lui sa réalité, sa façon de vivre et sa façon de produire. Nous souhaitons grandement que cette série d'émissions vous permette de mieux comprendre et aussi d'aller vers vos épiciers et de demander davantage de produits locaux. D'une part, pour encourager l'économie locale, pour manger plus sainement et aussi encourager les producteurs de la région. Bonjour, M. Lessard. Bonjour, Mme Rodrigue. Donc, vous travaillez au MAPAQ. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le rôle du MAPAQ dans l'agroalimentaire québécois? Oui, en fait, le rôle du MAPAQ, on pourrait dire que d'une part, on s'intéresse à offrir, à soutenir l'offre d'une offre alimentaire de qualité pour les Québécois et les Québécoises. Et d'autre part aussi, on promouvoit l'essor du secteur bioalimentaire, qui est un élément très important là, au niveau du secteur économique qui est l'agroalimentaire au Québec. Donc, pour ce qui est du premier volet, donc s'assurer de la qualité. Donc, vous encadrez les lois, l'utilisation des différents pesticides que les producteurs pourraient utiliser. Vous encadrez lorsqu'ils vont dans un marché public, s'assurer qu'ils ont tel ou tel permis. Bien, en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'au Québec, on a des normes qui sont parmi les plus sévères, oui, on peut le dire. En Amérique du Nord, mais on peut prendre ça du bon côté, à savoir que à ce moment-là, ça nous permet d'avoir une offre alimentaire de qualité, puis c'est ce qui est souhaité d'ailleurs par le consommateur québécois. Donc, à partir du moment où on comprend ce que le consommateur du Québec veut avoir, il s'agit de mettre en contrepartie les outils qui permettent justement d'offrir aux Québécois, à la Québécoise, ce qu'elle veut avoir dans son assiette. Donc, oui, à cet égard-là. Vous me disiez un petit peu plus tôt, justement, qu'en 2009, vous avez fait une étude justement pour le savoir ce que les Québécois Exactement. voulaient. Et les trois éléments principaux, le premier élément était en lien avec la salubrité et la qualité des aliments, donc notre santé. Hein? Je pense qu'il n'y a pas de surprise là-dessus. Notre santé, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, la qualité, la salubrité, c'est le premier élément qui est souhaité par les Québécois. Le deuxième, pas de surprise non plus, l'environnement. Donc, on est très sensibilisé à cet aspect-là au niveau du Québec. Donc, ça se traduit par les réponses que nous donnent les Québécois et les Québécoises. Et le troisième, c'est la proximité. D'où vient notre alimentation? Donc, c'est pourquoi, dans les dernières années et dans ce qui s'en vient, le MAPAQ met en place des outils pour mieux faire connaître les producteurs, les transformateurs du Québec et de pouvoir faire en sorte, finalement, de mettre le lien entre le producteur et le consommateur, le transformateur et le consommateur, de telle sorte que l'aspect de proximité qu'il a souhaité mettre de l'avant, qu'il soit rencontré. Et puis, c'est quand même pas toujours évident non plus pour le producteur de faire lui-même sa mise en marché. Il y a certains domaines comme le lait où ils vont quand même pouvoir bénéficier d'un réseau, en fait.
Mais il y a aussi les maraîchers, eux, qui doivent s'arranger. Ce ne sont pas toujours de très bons gestionnaires non plus. Hein? C'est pas parce qu'on aime la terre qu'on est bon gestionnaire. Oui, en fait, d'être dans le secteur agricole particulièrement, ça nécessite d'être capable de faire plusieurs métiers, si on en convient. C'est des gens qui ont des habiletés assez larges. Mais par ailleurs, leur intérêt par rapport à ce que le consommateur souhaite, et on est de plus en plus dans cette optique-là, fait en sorte que ces gens-là se développent des moyens, travaillent collectivement pour développer des outils pour être en mesure là, de répondre aux besoins des consommateurs. On pense par exemple aux marchés publics qui sont de plus en plus en vogue, là, qui depuis quelques années sont en croissance. Les écomarchés, en fait, on les connaît bien, là, tous ces outils-là. Oui, comme vous disiez tout à l'heure aussi, il y avait la route des vins, il y a la route des fromages, il y a tous ces plusieurs programmes-là circuits touristiques, plusieurs moyens que les producteurs, que les transformateurs se donnent pour faire connaître leurs produits, de telle sorte que le consommateur est au courant qu'ils existent, puis à partir de là, il peut profiter de différentes occasions. Aussi, qui peuvent être des occasions pour se nourrir, mais gourmandes aussi, parce qu'on aime bien manger, on a une bonne fourchette, les Québécois. Et à cet égard-là, je pense que quand on se donne la peine de regarder ce qu'on a chez nous, on a d'agréables surprises. Oui, parce qu'on a quand même beaucoup de produits qu'on ne retrouve pas sur les tablettes et que les producteurs produisent en se rendant dans les marchés publics ou directement chez le producteur. On fait justement des belles découvertes. Souvent aussi d'être en contact directement avec le producteur. Il nous donne des recettes, il nous donne des trucs, et puis on voit tellement la passion de son métier dans ses yeux. Là. Et puis, ce producteur-là, quand on a cette relation-là avec lui, il comprend aussi mieux ce qu'on veut avoir, puis il est plus en mesure, à ce moment-là, de fournir ce qu'on a de besoin. Donc, c'est gagnant-gagnant, finalement, au niveau de la relation qu'on peut établir avec notre producteur, notre transformateur. Maintenant, si on regarde au niveau de l'achat local, bon, on comprend bien qu'on peut aider le producteur. On est convaincu qu'au niveau des gaz à effet de serre, ça a un impact aussi. Est-ce que sur la qualité des aliments, on peut avoir une assurance que ce qui est produit ici est de meilleure qualité que ce qui pourrait rentrer au pays, ou il y a déjà aussi d'autres organismes qui surveillent? Bien, il y a d'autres organismes qui surveillent. Là. Quand ça vient de l'étranger, c'est au niveau du gouvernement fédéral qui assure, si on veut, l'inspection de ces aliments-là. Par ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est que chez nous, quand on est en lien direct avec les gens qui nous fournissent les aliments qu'on va manger, en fait, en lien direct avec les gens qui nous nourrissent, bien, en fait, on peut établir un lien de confiance. Puis, à partir du moment où ce lien de confiance-là est établi, bien, on est assuré, finalement, d'avoir des bonnes choses dans notre assiette, puis de travailler sur notre santé, puis de s'assurer d'avoir un environnement qui correspond à ce qu'on souhaite. Et il y a aussi l'économie locale, bien sûr, là, parce que quand on travaille avec les gens qui nous nourrissent, bien, à ce moment-là, on fait leur partie... permet de garder leur terre agricole, de peut-être engager des gens aussi, Absolument. De faire rouler vraiment l'économie ici. Absolument. Juste en Montérégie, dans tout le secteur agroalimentaire, c'est plus de 82 000 personnes qui y travaillent. Wow. Donc, c'est énorme. Ça a un impact très important au niveau de l'aspect de l'économie de la région. Donc, c'est pas à négliger. Est-ce qu'au niveau des terres cultivables, on sait qu'exemple, en Montérégie, on a parmi les plus belles terres cultivables au Québec. Est-ce que les producteurs, c'est facile pour eux de garder ces terres-là ou malheureusement, ils vont en perdre beaucoup à cause de l'étalement urbain? Ou c'est quoi à peu près le... En fait, la pression urbaine est très forte. Toute la Montérégie, Montréal, etc. Juste en Montérégie, on le sait, c'est 1 400 000 personnes qui vivent chez nous. Donc, c'est beaucoup de monde. On a une très belle région. Les gens sont intéressés à y vivre. On est en croissance. Donc, bien sûr, ça a une pression sur nos terres agricoles. Par ailleurs, c'est les plus belles terres agricoles du Québec. Oui, hein? Donc, c'est le plus beau jardin du Québec. Donc, à ce moment-là, il faut bien sûr être conscient de ça pour faire l'équilibre entre le fait de vouloir rester en Montérégie, par exemple, ou d'avoir ces terres-là qui vont nous nourrir, là, puis qui vont nourrir nos enfants, etc. Absolument. Donc, c'est important là, de faire attention à ça, puis d'être conscient qu'on a avantage à garder nos terres agricoles. Absolument. Bien sûr, le développement, on ne peut pas l'arrêter, mais ces terres qui nous nourrissent, c'est mieux de les garder. Oui, parce qu'à long terme, dans une perspective de développement durable, justement, si on est capable d'être autonome au niveau de l'alimentation le plus longtemps possible, mais ça peut quand même nous assurer une bonne alimentation plus longtemps. Quand on regarde un petit peu des fois les pays qui sont beaucoup dépendants des autres pays pour pouvoir subvenir à leurs besoins au niveau de l'alimentation, il arrive un incident, une catastrophe, et puis là, tout se trouve à être bloqué. Ouais. Ouais. Je pense aussi qu'il faut que le consommateur soit conscient que quand on lui demande ce qu'il veut, qu'il demande la proximité,
bien, il faut garder nos terres aussi. Oui, oui, ça va absolument. ensemble. Justement, le consommateur, lui, près de Montréal, a accès souvent à des produits qui viennent de l'extérieur vraiment à très bas prix. Mais justement, pour garder nos terres agricoles, des fois, ça vaut peut-être la peine de payer un petit peu plus cher, avoir des produits de chez nous, puis aider le producteur à pouvoir garder sa terre et à bien en vivre. Absolument. Payer un juste prix. Puis il faut savoir aussi que nos entreprises font les efforts d'être compétitives aussi. Donc, à ce moment-là, en faisant cet effort-là, en mettant ça en parallèle avec ce que le consommateur demande, bien, il s'établit un équilibre. Puis à ce moment-là, je pense que et le producteur, le transformateur font leur part, le consommateur doit faire la sienne aussi. Puis à ce moment-là, bon, on a une bonne assiette à nous qui nous appartient et qui répond à nos besoins. Il y a quelques années, le MAPAC a mis sur pied le programme de diversification en circuit court, qui est un programme pour aider les organismes et les regroupements de producteurs qui voudraient développer des nouveaux moyens pour faire connaître les produits québécois. Est-ce que ça l'a bien répondu? Est-ce que ce programme-là a eu le succès que vous vouliez? Oui, tout à fait. On réussit à investir tous les argents qu'on nous confie ça a un impact intéressant en ce sens où il y a une contribution qui est fournie pour, notamment, si on regarde au niveau des marchés publics, on en a plusieurs en Montérégie, c'est des choses que les gens demandent. Donc, ça a contribué à venir les soutenir. Les écomarchés, c'est aussi des choses qui ont été soutenues, donc qui viennent répondre à des besoins d'une partie de la clientèle. Ça ne répond pas à tous les besoins, mais on a au Québec différents besoins, donc il s'agit d'y répondre. Et par le biais de programmes comme Diversification et circuits courts, à ce moment-là, les organisations qui veulent mettre en place une façon de livrer la nourriture, une mise en marché alternative, oui. Exactement. Ça leur permet à ce moment-là de faire en sorte de mettre sur pied leur projet. Oui, parce que souvent, les producteurs, ils ont, soit s'ils décident d'avoir une certaine variété de produits, surtout au niveau des maraîchers, ils n'ont peut-être pas le volume de chaque produit pour se fournir des grandes surfaces. Donc, en pouvant avoir accès à un mode alternatif, ça leur permet de pouvoir offrir tous leurs produits à la clientèle. Tout à fait. Puis ça leur permet aussi de se regrouper. Puis à ce moment-là, en se regroupant, ça permet d'avoir une offre qui est intéressante. Puis à créer des échanges aussi entre les producteurs. Je sais que dans les marchés publics de Saint-Basile et Belleuil, on voit vraiment une belle solidarité entre certains producteurs. Ils échangent beaucoup, ils vont parler de leur production et puis ça fait une belle dynamique de tous les avoir ensemble. Puis d'ailleurs, tout à l'heure, vous parliez de ce qu'on fait au niveau du MAPAC, c'est quelque chose qu'on valorise, qu'on soutient, qu'on souhaite que les producteurs travaillent ensemble pour définir un peu comment ils vont faire leur mise en marché versus ce que le consommateur demande. Ah, c'est bien comme ça. Quand l'acteur est actif dans sa mise en marché, en fait, ça lui tient plus à cœur, il va être plus proactif, il va s'investir davantage. Quand on va dans les épiceries, on peut souvent voir des petites étiquettes qui est écrit « Aliments du Québec » dessus. C'est une campagne du MAPAC. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Aliments du Québec, c'est un logo, finalement, qui permet aux consommateurs de reconnaître les produits. Parce que c'est sûr que sur les tablettes, il y a au moins 30 000 produits différents, même plus. Donc, c'est pas évident pour le consommateur de s'y retrouver puis de savoir quel produit vient vraiment du Québec. On n'a pas toujours le temps de lire l'étiquette ou de voir la provenance où ça a été produit. Comme ça, en l'étiquettant, au moins, on est sûr, ça nous dit rapidement que c'est un produit qui est fait près de chez nous. Tout à fait. Donc, à partir de là, ce que le gouvernement, avec les organismes du milieu, a fait, c'est qu'ils ont dit, bon, on va s'organiser pour donner une chance aux consommateurs de choisir les produits du Québec. Alors maintenant, le MAPAC a mis sur pied la campagne promotionnelle Aliments du Québec, toujours le bon choix, et c'est associé notamment avec les chaînes pour en faire un étalage plus important au niveau de nos épiceries. Parce qu'on a quand même une partie importante de notre monde, bien sûr, qui vont dans les épiceries. J'en suis un. Et vous en êtes probablement une aussi. On doit tous se rendre à l'épicerie. Tout à fait. Donc, à ce moment-là, avec cette campagne-là, on fait en sorte de faciliter pour le consommateur le choix des produits du Québec. Et tout le monde y gagne, bien sûr, comme on en a parlé à différentes occasions. Choisir des produits de chez nous, c'est gagnant de part et d'autre. En fait, il y a toute une série d'activités. On a une porte-parole qui est bien aimée des Québécois et des Québécoises, c'est Chantal Fontaine, oui. qui sera de différentes occasions au cours, j'imagine, des prochaines années pour justement faire connaître les produits du Québec aux consommateurs du Québec, aux Québécois, aux Québécoises. Le consommateur qui voudrait trouver les producteurs près de chez eux, où il pourrait trouver l'information?
Bon, si on va dans la même veine qu'Aliments du Québec, il existe le site Aliments du Québec. Donc, vous allez sur votre moteur de recherche favori, vous tapez Aliments du Québec et vous allez arriver sur le site d'Aliments du Québec. Et dans cet outil-là de recherche, il y a 13 000 produits qui sont là. Donc, à ce moment-là, en fonction des régions, en fonction de où est-ce que vous êtes, donc à ce moment-là, ça va être une bonne façon de trouver facilement qu'est-ce qui se passe chez nous, dans chacune de nos régions, et de trouver le produit que l'on souhaite mettre dans notre assiette. Aliments du Québec a recensé, j'imagine, la majorité des producteurs agroalimentaires là, qui sont autorisés de vente. Oui, c'est ça. Et il y a eu un effort particulier des transformateurs pour s'intéresser à Aliments du Québec. En 2007, il y avait 3 000 produits, puis vous voyez, aujourd'hui, on est rendu à 13 000. Wow. Donc, on est en pleine croissance. Et quand on demande à notre épicier d'avoir des aliments du Québec, où sont nos aliments, bien, en fait, ça intéresse tout le monde à faire en sorte qu'on ait encore plus facilité à trouver nos produits sur nos tablettes. Donc, on demande à notre épicier des aliments du Québec, on s'assure de consommer des aliments de chez nous, donc on est sûr qu'on contribue à l'économie locale. Encore une fois, c'est le bon choix à faire. Saviez-vous que même si la plupart d'entre nous ne regardent que le prix avant d'acheter un aliment, il y a plusieurs gens qui se posent de plus en plus de questions sur la provenance des aliments, sur leur mode de production et sur le partage des richesses et des profits qui viennent de l'alimentation. En fait, dans le monde, on se pose de plus en plus de questions sur l'étiquetage, mais également sur l'achat local, d'où viennent les aliments. Parce qu'on sait que des fois, ils peuvent avoir parcouru plus de 2600 km avant d'atteindre notre épicerie et de se retrouver dans notre assiette. Savez-vous que la firme de sondage Léger Marketing a fait un sondage pour Équiterre qui dit que 78 % des Canadiens disent prioriser dans leurs achats de tous les jours des fruits et légumes locaux? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire qu'on achète des fruits qui viennent du Québec et du Canada avant d'acheter des fruits de la Californie. C'est certain que même si on achète des fruits qui viennent d'ici, à l'hiver, des fois, on se laisse tenter par des fraises ou des ananas qui proviennent d'un peu plus loin. Quand on parle d'acheter local, on trouve souvent plusieurs avantages, que ce soit des avantages écologiques, économiques ou même sociaux. C'est toujours bien agréable de rencontrer les producteurs et de pouvoir discuter avec eux de ce qu'ils nous offrent. Mais quand on parle d'avantages environnementaux, il y a certaines voix qui s'élèvent pour remettre en cause ou remettre en question certains des arguments utilisés par les groupes écologistes. Quand on parle d'avantages environnementaux de l'achat local, on pense souvent au transport. Pourquoi le transport? Parce qu'on sait qu'un aliment peut parcourir des milliers de kilomètres avant de se rendre dans notre assiette. C'est sûr que de l'acheter localement, donc de l'acheter d'un producteur qui habite plus proche de chez nous, il a un impact environnemental plus faible pour le transport de l'aliment. Il y a des voix qui s'élèvent contre l'argument du transport. Parce que quand on regarde une étude américaine, pour le maïs, on sait que de la production, donc une fois que la semence est mise en terre jusqu'à ce qu'on l'ait dans notre assiette, la partie entre le producteur et l'assiette ne représente que 11 % de la consommation de carburant. C'est plus la méthode de production qui utilise beaucoup de carburant. Il y a toutefois des avantages, bien sûr, à favoriser l'achat local. Au niveau de l'environnement également, parce qu'on peut connaître le mode de production, puis s'assurer de faire un suivi et de favoriser des modes de production qui respectent l'environnement. Mais au niveau social également, on sait que si chaque famille dépensait ou remplaçait 20 $ d'épicerie d'un produit qui vient de l'extérieur par un produit local, ce serait des centaines de milliers d'emplois qui seraient créés au niveau du Québec. Au niveau social, il y a même de plus en plus d'initiatives qui tentent de rapprocher le producteur et le consommateur. On parle des marchés publics où on voit une diversité de couleurs et saveurs, puis on peut aller rencontrer les producteurs. On parle aussi de l'agriculture soutenue par la communauté, où on peut avoir son fermier puis aller chaque semaine chercher un panier biologique. On parle de garderies biologiques, de la campagne Québec vrai pour favoriser l'achat d'aliments du Québec. En conclusion, même s'il y a certaines personnes qui remettent en doute l'achat local pour des questions d'empreinte du carbone, c'est certain qu'en choisissant d'acheter des aliments de chez nous, on encourage les agriculteurs puis l'agriculture familiale. On s'assure également que le juste prix est donné à ceux qui produisent les aliments qu'on mange et on peut même voir les modes de production pour s'assurer du respect de l'environnement. Parce que dans le fond, c'est nous les consommateurs qui avons le dernier mot. Puis il n'y a rien qui va me faire revenir sur une bonne pomme du Mont-Saint-Hilaire. Pour les capsules cuisine de l'émission De la Terre à la table, on aura la chance de cuisiner avec Sylvain Lapointe, propriétaire de la boucherie La Pointe Gourmande.
Bonjour Sylvain. Bonjour Caroline. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu, ça fait combien de temps que tu es à la boucherie, ça fait combien de temps que tu es propriétaire et puis comment t'es venu là, le plaisir de cuisiner? Bien, la boucherie, c'est déjà notre 6e année. Alors donc, j'ai acheté au mois d'août 2006. Alors, on est maintenant dans notre 6e année. Alors, et la cuisine, pour moi, ça a toujours été une passion. J'ai commencé à cuisiner, j'avais 6 ans avec ma mère et puis j'avais à faire les repas à la maison pour mes sœurs, etc. quand on revenait de l'école. Alors donc, ça a toujours été une passion. Puis c'est comme ça que ça m'a emmené aussi à la boucherie. Dans le fond, la possibilité d'être en contact avec le produit, si on veut. Oui, puis à la boucherie, bon, boucherie, ça le dit, là, tu as tous les produits de la viande, mais vous faites aussi des plats cuisinés. Donc, les gens qui n'ont pas le temps de cuisiner peuvent se rendre à la boucherie. Ils ont toujours des petits plats, soit dans le frais ou encore des petits plats congelés. Effectivement, et tout ça est fait maison, sans préservatif. Alors, réellement, c'est des recettes qu'on concocte. Et puis, il y a également toute l'équipe de la boucherie qui prend part aussi. Chacun amène ses recettes. Alors, c'est réellement une cuisine typiquement maison. Donc, la boucherie La Pointe Gourmande sur la rue Robert à Saint-Basile-de-Grave. C'est bien ça. Donc, cette semaine, pour première recette, on n'a pas de viande dans la recette. Bien, on a un très bel accompagnement pour aller avec de la viande. Alors, c'est la ratatouille. La ratatouille, dans le fond, qui prend ses origines en Méditerranée. Alors, et en fin de saison, comme ça, on a tout plein de beaux légumes qui sont disponibles. Alors, c'est réellement l'occasion de réellement se faire une belle ratatouille. C'est un beau complément, justement, même avec un steak sur barbecue, une viande braisée. La ratatouille est réellement approprié. Et d'autant plus même que. En hiver aussi, hein? Oui, c'est parce que réconfortant. Effectivement. Puis la grande possibilité avec la ratatouille, c'est qu'on peut aussi, si on fait ses conserves, en préparer une grande quantité et la mettre en conserve, mettez ça en pot maçon, puis durant l'hiver, vous ouvrez dans le fond un pot d'été. Oui, c'est ça. Alors, pour commencer, donc, on a nos légumes. Alors, principalement, on a de l'aubergine, on a des courgettes, on a des poivrons, on a de l'oignon, des champignons et de l'ail. Alors, c'est sûr que sur le site de l'émission, vous allez trouver la recette avec les quantités. Mais pour la ratatouille, dans le fond, c'est d'y aller réellement avec son cœur en fonction de ce qu'on aime. Et comme aromate, on va avoir du persil et on va avoir également du basilic. Et puis, on va avoir des tomates aussi auxquelles qu'on va rajouter à la ratatouille pour donner ce petit côté méditerranéen. Mais pour le garder terre à terre avec nos bons produits de chez nous, on va la faire avec l'huile de tournesol, un produit Champi de la ferme Champigny qui est à Upton. Réellement un beau produit, une huile biologique qui est d'une première pression et c'est un produit réellement là, qui est remarquable. Alors donc, ça va faire en sorte que ça va relever notre ratatouille. Parfait. La ratatouille, dans le fond, on peut mettre pratiquement tous les légumes, mais la base est vraiment l'aubergine. La base d'aubergine et la courgette sont réellement, tant qu'à moi, là, les éléments de base. Et la tomate aussi, pour donner un petit côté méditerranéen, mais vous pouvez aussi, si vous voulez, enlever la tomate. Et à ce moment-là, vous allez vous rapprocher un petit peu plus de la caponata, qui est comme une compotée d'aubergine à l'italienne. Alors donc, c'est deux alternatives qui sont très intéressantes. Donc, ça aurait été une bonne idée de sortir notre aubergine du frigo avant de commencer la ratatouille. Oui, la laisser tempérer un peu. Alors donc, je ne l'avais pas précoupée justement parce que pour pas qu'elle s'oxyde, parce que l'aubergine est un légume qui va s'oxyder assez rapidement. Alors, on va la mettre en cubes dès maintenant. Alors donc, vous la coupez en deux. Je vais préparer le zucchini. Oui, pour préparer les courgettes en attendant. Alors, une fois qu'on a passé à travers la peau comme ça, alors vous pouvez faire des grandes languettes dedans. Ça va vous permettre de faire des beaux cubes d'aubergine. Parce que dans la ratatouille, c'est intéressant de réellement sentir les beaux gros morceaux de légumes. Alors, vous pouvez y aller. On les met dans le. Oui, on va y aller dans la rôtissoire. On préchauffe notre four à 350. Vous voyez, on ne va pas nécessairement en respectant la géométrie, mais si vous voudriez faire une ratatouille très esthétique, vous pourriez, dans le fond, prendre vos légumes et les couper de façon plus artistique. Plus artistique, y aller de plus égal. Là, je cherchais le mot. Là. Alors, on prend l'ail haché, on l'a fait avec un presse-ail. Ouais, on aurait pu le faire directement au couteau également. On y va avec nos oignons. Quelle quantité de tomates est-ce que... Les tomates, vous pouvez y aller avec 3 belles grosses tomates ou encore, si vous n'avez pas de tomates fraîches, une conserve, et j'ose dire la marque, des bonnes tomates Elmer, parce que c'est réellement les meilleures tant qu'à moi. Comme ça, à peu près? Oui, on va mouiller avec l'huile.
On pourrait rajouter un petit peu de poivre également, mais je ne mettrai pas de sel tout de suite, parce qu'en mettant le sel, ça va faire dégorger l'aubergine, qui va faire en sorte qu'elle va rendre trop d'eau, alors qu'on veut quand même lui garder un peu de texture, là. Alors donc, en fin de cuisson, on pourrait à ce moment-là rajouter un peu de sel. Du sel au goût. Oui. Et voilà, on enfourne pour environ une trentaine de minutes. OK. Est-ce qu'on doit brasser pendant la cuisson? Après 30 minutes, on pourra à ce moment-là aller un peu touiller les légumes juste pour les retourner, puis on laisse rôtir environ une quinzaine de minutes. Parfait. Donc à 350. On va les enlever. Donc, c'est au four, on attend un petit 30 minutes, puis on vient voir après de quoi on l'air nos légumes. C'est bien ça. Donc là, Sylvain, ça fait environ 40 minutes que la ratatouille est cuite. On va la sortir, voir de quoi elle a l'air et voir... Ça sent déjà pas mal bon. Oui, c'est ça. Donc, Alors, je te laisse l'amener ici. Ça embaume les bons légumes, de tomates, de basilic. Que c'est beau, ça! Donc, la ratatouille, ça peut faire un excellent plat d'accompagnement. Oui. On peut la manger comme ça aussi, avec un pain... Et puis, comme vous voyez, il n'y a quand même pas beaucoup de liquide, mais comme la ratatouille, c'est aussi un plat qu'on peut facilement personnaliser. Vous auriez pu mettre plus de tomates qui auraient dégagé un petit peu plus de bouillon. Mais au moment de la servir, vous pouvez rajouter aussi un beau petit vinaigre balsamique dessus avec un petit filet d'huile aussi là, pour encore l'aromatiser. Et puis, ça va être excellent. Ce qu'on aurait pu faire aussi, pour éviter que les liquides s'évaporent plus, on aurait pu, à mi-cuisson, mettre un papier d'aluminium. Aussi, effectivement. Et là, il aurait gardé plus de liquide, puis toute sa saveur quand même. Parce qu'on l'a laissé à découvert pour vraiment la rôtir, faire en sorte que les saveurs se concentrent. Alors donc, c'est ce qui fait qu'on récupère tout le beau sucre qu'il y a dans les légumes, malgré tout, et qu'en rôtissant, ça nous donne toute la saveur. Là. Bon, bien écoute, Sylvain, merci beaucoup. Et donc, c'est tout pour cette semaine. On se revoit la semaine prochaine avec une autre délicieuse recette. Et nous, en attendant la semaine prochaine, on va aller manger notre ratatouille. Bonne semaine.